la popularité, c'est pas un argument qui est suffisant. Si ton objectif, c'est de faire disparaître l'ostéopathie, tu vas pas utiliser les mêmes outils que si ton objectif, c'est de faire en sorte que les ostéopathes changent de manière de pratiquer ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de gens changer d'avis quand on leur crie à la gueule que ce sont des gros débiles? Don't be a dick. Les médecins généralistes ont montré qu'ils avaient quand même des mauvaises compétences en triage musculo-squelettique. Ils disent bah oui mais en fait genre j'ai mal, si c'est pour qu'ils me disent arrête de faire du sport et prends du paracétamol, ça m'intéresse pas. Pour moi, ce qui différencie un ostéopathe par exemple d'un kiné, la spécialité, c'est la même chose qui différencie un... Alors pourquoi cette question? Est-ce qu'il faut faire disparaître l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est quand même une pratique de soins qui est très populaire en France. C'est la pratique de soins non conventionnelle la plus adoptée par les Français. Il y a un sondage en haute qualité méthodologique, sondage Odoxa en juin 2024, qui disait que 86% des Français font confiance aux ostéos. Il y avait un Français sur deux qui avait consulté au cours des 5 dernières années, et c'était en augmentation par rapport à 2019. Et 84% de ceux qui consultent affirment que consulter un ostéo, c'est important pour eux pour se sentir en bonne santé. Beaucoup d'entre eux, ils avaient consulté sur les conseils d'un professionnel de santé, médecin, kiné, sage-femme. Et au final, sur les gens qui n'ont pas consulté, il n'y en avait que 10% qui n'avaient pas consulté parce qu'ils n'ont pas confiance en l'ostéopathie. Ça représente donc 5% des personnes interrogées qui disaient donc qu'en gros, ils ne faisaient pas confiance à la profession. Alors, du coup, pourquoi se poser cette question de la disparition éventuelle de l'ostéopathie? Parce que la popularité, c'est pas un argument qui est suffisant. Ça nous dit rien sur l'efficacité de la profession, ça nous dit rien sur l'efficacité de ces méthodes employées. Si les gens vont mieux, ça nous dit pas pourquoi ils vont mieux, et ça nous dit rien en fait sur les éventuels problèmes ou les dérives qu'il peut y avoir dans la pratique. Et les 5% de personnes interrogées qui font pas confiance aux ostéos, alors pour info, j'ai trouvé des sondages sur l'image des professionnels de santé, qui montrent sensiblement la même chose. On peut retrouver entre 5 et 10% des gens qui ont une image plutôt mauvaise des infirmiers, des aides-soignants, des médecins traitants. Ok, alors c'est bien beau, mais ça suffit pas à valider ou à discréditer une profession, mais ça vaut le coup de se demander pourquoi, en fait. Parce que s'il y a des gens qui ont une mauvaise image de certains professionnels ou qui ne font pas confiance, bah, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont contents, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas satisfaits ou qui ne font pas confiance. D'où le départ de notre discussion de ce soir. Quels éventuels problèmes il peut y avoir avec l'ostéopathie et qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fera demain? Et qu'est-ce qu'on peut espérer selon les objectifs qu'on peut se fixer? Et donc, quand on a préparé un petit peu cet épisode, Anthony, tu parlais du fait que parmi les problèmes qu'on peut avoir avec l'ostéopathie, c'est entre autres, les modèles théoriques sur lesquels l'ostéopathie s'est fondée il y a 150 ans. Ok, bah écoute, on a choisi ce titre-là, en fait c'est surtout moi qui l'ai choisi, je crois. Parce que en fait l'idée c'était que faut apporter des critiques à l'ostéopathie, et du coup, quelles critiques il faut porter, pour quel objectif? Il faut, je pense, faire plusieurs constats. Et du coup, dans les plusieurs constats, bah, c'est que déjà, légalement parlant, bah, la profession, elle peut faire doublon avec la profession de chiropracteur, qui même officiellement a plus de compétences que vous. En tout cas, le décret d'acte est plus étendu que le vôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation sur... Vous n'avez pas le droit, par exemple, aux mobilisations forcées. Et donc, les manipulations étant des mobilisations à vélocité, vous n'avez pas le droit non plus aux manipulations forcées. Techniquement, il n'y a pas cette restriction chez les chiro, par exemple. Pour préciser, il n'y a pas le droit aux manipulations sur le rachis cervical en l'absence de certificat de non-contre-indication de la part d'un médecin. Ouais, aussi, ouais. Et même chose, il n'y a pas le droit non plus aux manipulations de la face et du crâne d'une nourrisson de moins de 6 mois. Après, la définition de manipulation est différente de mobilisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de toucher les cervicales, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de toucher un bébé, ça veut juste dire qu'il y a certains types de techniques qu'on ne peut faire que dans des situations bien spécifiques. Il y a d'autres techniques qu'on n'a pas le droit de faire, notamment que les chiro n'ont pas le droit de faire non plus, à ma connaissance. Ce sont les techniques par voie interne, intravaginale ou intrarectale. En France, je précise. Dans d'autres pays, ça peut être différent. Ouais, là j'ai mis le décret d'acte, du coup, qui montre les contenus des actes que vous avez le droit de pratiquer en ostéopathie. Et du coup, t'as bien résumé, je pense. On a dû oublier 2-3 trucs. Pour ceux que ça intéresse, l'aspect juridique de l'ostéopathie, il y a un livre qui a été écrit par Pierre-Luc Lermite qui parle du droit et de l'ostéopathie, qui est probablement le livre, la source la plus complète actuelle sur le sujet. Donc bref, du coup il y a des doublons, donc on a parlé du doublon avec les chiro, et dans une certaine mesure, il y a un doublon avec la profession de masseur-kinésithérapeute, donc la mienne, qui peut poser question sur pourquoi ces doublons. Doublons sur certains champs de compétences. Ouais, parce qu'un kinésithérapeute techniquement a un champ de compétences plus large en termes de
de pathologie, de patient qu'il va pouvoir traiter. Donc, c'est-à-dire que vous êtes limité aux troubles fonctionnels qui ne nécessitent ni un examen, ni intervention médicale ou de rééducation. C'est ça. Et du coup, bah, nous, on n'est pas limité à ça. Par contre, on n'est pas de première intention. Enfin, c'est faux. On est de première intention dans certaines conditions très restreintes. Il y a une expérimentation dans un département, dans chaque région actuellement, sur la première intention sans restriction. On n'est pas en première intention, donc c'est-à-dire que les gens ils sont obligés de passer chez le médecin avant de venir nous voir. Et il y a toujours la question de est-ce que vous avez le droit à plus que nous en termes d'actes. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire des mobilisations et manipulations. Et nous, on a le droit de faire des mobilisations, mais non forcées. Et sauf que vous, c'est aussi écrit non forcé dans votre décret d'acte. Et du coup, il y a la question qui va se poser, sachant qu'il est écrit dans le référentiel de formation des chiropracteurs en annexe que les manipulations vertébrales sont des manipulations forcées. Quand tu dis que dans nos décrets d'acte, il y a écrit qu'on n'a pas le droit aux manipulations forcées, tu es sûr que c'est pas juste spécifiquement quand il parle des cervicales? Non, on va le remettre si tu veux, comme ça. On sera sûr que je raconte pas de bêtises. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue les actes de manipulation et mobilisation non instrumentale, directs et indirects, non forcés, dans le respect des recommandations de bonne pratique établies par la Haute Autorité de Santé. Je sais que c'est un peu complexe parce que il me semble que la définition de ce que c'est qu'une manipulation forcée, encore une fois, on est dans du droit, c'est assez complexe. Et je crois qu'il est une question aussi d'aller au-delà du jeu naturel ou normal de l'articulation. Ce qui, évidemment, un ostéo dira bah non, on ne fait pas parce qu'on ne fait que restaurer. Alors, en fait, la mobilité. Il n'y a pas de trop de trucs complexes parce que c'est défini. Aujourd'hui, c'est défini dans le décret des chiro. Un acte, je peux te sortir le décret des chiro, tout ça, mais en gros, du coup, une manipulation. Non, pardon, c'est défini dans votre référentiel de formation à vous. Okay, donc, une manipulation, c'est une mobilisation à haute vélocité et faible amplitude. Et donc, du coup, il n'y a pas de notion de sortir de tout ça. Après, ce qui est une manœuvre forcée, ça a été décrit dans le décret d'acte des chiro, dans le référentiel de formation des chiro. Et dans le référentiel de formation des chiro, ce qui est écrit, c'est qu'un truc forcé, ils ont donné les newtons. Et donc, ils ont décrit que, par exemple, la manipulation vertébrale, atteint un acte forcé, tout ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec ce référentiel, avec cette définition, notamment parce que les trois quarts des mobilisations rentrent dans le cadre en termes de newton. Donc, voilà. Genre, dès que tu fais une mobilisation de fin d'amplitude, tu vas être dans les degrés de newton qui vous ont indiqué tout ça. Mais, toujours est-il que c'est défini, clairement. Il n'y a pas de notion de sortir de... Il n'y a pas de notion de luxer les articulations et tout ça, c'est défini. Et du coup, la meilleure manière que je vois ça, et donc du coup, je prenais beaucoup de pincettes parce que moi, je ne suis pas juriste. Donc, ce qu'a dit, par exemple, Pierre-Luc Lhermitte, c'est qu'il a dit, on parle des actes de manipulation et des mobilisations non instrumentales. Et donc, du coup, le direct et indirect non forcé, ça s'applique qu'à mobilisation non instrumentale. Et ça, c'est l'interprétation de Pierre-Luc Lhermitte, parce qu'il dit les manipulations non forcées, ça n'existe pas. Donc, du coup, non forcées, ça s'applique qu'aux mobilisations non instrumentales. Pour info, Pierre-Luc Lhermitte, donc l'auteur du bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, a quand même un doctorat en droit et est ostéopathe, donc je pense qu'il connaît et il comprend probablement mieux le sujet que moi, certainement. J'aurais tendance à faire confiance à son interprétation du sujet. Ouais, et du coup, parce qu'en fait, dans le décret d'acte des kinés, ça dit on a le droit de faire des manipulations, on a le droit de faire des mobilisations non forcées, type exclusion, à l'exclusion des manœuvres forcées, pardon, exemple les manipulations vertébrales. Et donc, autre interprétation possible, c'est qu'en fait, les manœuvres forcées, c'est genre la manipulation vertébrale, mais qu'on a le droit aux manipulations dans les autres endroits du corps qui ne sont pas considérés comme des manœuvres forcées, des manœuvres de force. Okay. Donc voilà, bon, c'est compliqué, on s'en fiche. Bref, on s'en fiche pas, mais c'est juste que tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, ça va être compliqué de trancher. Donc on a probablement les mêmes capacités, on a peut-être les mêmes capacités d'interagir. Soit on n'a pas le droit aux manipulations et vous non plus, vertébrales, mais on a le droit aux autres manipulations. Soit on a vraiment le droit à aucune manipulation et vous avez le droit à manipulation, mais ça reste qu'une toute petite part de nos interventions. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, si ce n'est que nous, en tant que kiné, on va avoir le droit de faire de la rééducation neurologique, on va avoir le droit de faire de la rééducation quand on a une sciatalgie. Donc techniquement, vous n'avez pas le droit, vu que c'est une pathologie organique
il y a un conflit disco-radiculaire, par exemple, qui nécessite des soins. Donc du coup, vous n'avez pas le droit. Alors vous pouvez toujours dire, bah oui, mais moi je traite les dysfonctions, blablabla ailleurs, mais... Enfin bref. Et comme ça a été voulu nécessairement flou et tout ça, parce que les législateurs ne savaient pas, bah, ça reste flou pour nous. Donc là, c'est le constat. On a ça. En plus de ça, on a les concepts sur lesquels ça s'est basé. Finalement, ils ont été établis quand même en 1860. Et les principes Ouais. fondateurs, alors l'ostéopathie officiellement fondée en 1874, donc il y a 150 ans, les principes ostéopathiques n'ont été réellement rédigés que beaucoup plus tard. Oui. En réalité, c'est pas le fondateur qui a écrit les principes, ils ont été écrits beaucoup plus tard, mais genre dans les débuts des années 1900, 1920, je crois. De ce que j'ai compris, c'est que il y en a qui ont sorti des principes en partant des livres de style, mais les principes n'ont jamais été formulés explicitement dedans. Dis-moi si je me trompe. C'est ça, oui, c'est ça. Les principes n'ont jamais été formulés explicitement dans les bouquins de Steele, qui est donc le fondateur. Ça a été fait un petit peu de manière collégiale par certains des suiveurs, on va dire. Et ces principes ont évolué. Ils ont été rédigés à plusieurs reprises. La dernière écriture datant de 2002. Et ils ont donc un petit peu évolué avec le temps. Ce que semble oublier certaines personnes qui restent bloquées sur les principes initiaux, on va dire. À la fois certains ostéos qui pratiquent encore en restant bloqués sur les principes initiaux, mais aussi certains détracteurs qui vont critiquer les principes initiaux parce qu'ils sont vachement plus critiquables parce qu'ils ont à plus de 100 ans, quoi. J'ai mis les principes, je les ai extraits, alors je ne sais pas si c'est les derniers et tout ça, je les ai extraits du Benchmark for Training in Osteopathy de l'OMS. Alors si tu veux, j'ai dans un autre bouquin de Pierre-Luc Lermite qui s'appelle Mythologie ostéopathique, il y a un chapitre spécifiquement sur le mythe des principes fondateurs. Ils explicitent donc là ce qu'on voit là dans le benchmark de 2010. En fait, ce sont les principes de 1953. Donc en fait, c'est la deuxième version. Et en fait, alors traduit en français, ça donne le corps est une unité. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le corps possède des mécanismes autorégulateurs. Le troisième, c'est la structure et la fonction sont mutuellement et réciproquement reliés. Et quatrième, qui n'est pas cité là, c'est une thérapie rationnelle se fonde sur une compréhension de l'unité corporelle, des mécanismes autorégulateurs et sur la relation mutuelle et réciproque existant entre la structure et la fonction. Donc en gros, c'est une thérapie rationnelle va se baser sur les trois précédents principes. Et il y a une version de 2002 qui vient également des États-Unis, parce que du coup, en France, ils ont eu tendance à rajouter la règle de l'artère suprême qui en fait n'existe nulle part ailleurs. Si ce n'est dans un bouquin peut-être de style, mais bref, ça n'a jamais été édicté comme principe fondateur en réalité. Donc la version de 2002, c'est une personne est le produit d'une interaction dynamique entre le corps, le mental et l'esprit. C'est comme ça qu'il différence le mind et le spirit. Numéro 2, une propriété inhérente de cette interaction dynamique, c'est la capacité de l'individu à entretenir sa santé et à récupérer d'une maladie. Numéro 3, de nombreuses forces à la fois intrinsèques et extrinsèques à la personne peuvent venir contester sa capacité inhérente et contribuer à l'apparition de la maladie. Et numéro 4, le système musculo-squelettique influence de manière significative la capacité de l'individu à restaurer cette capacité inhérente et donc de résister au processus pathologique. Et ça c'est la nouveauté en 2002, ils sont complétés dans cette version par des principes de soins aux patients. 1, le patient est au centre des soins de santé. 2, le patient a la responsabilité principale de sa santé. Et 3, un programme de traitement efficace pour les soins aux patients est fondé sur des principes et inclut les guides fondés sur les preuves. Incroyable, ça fait partie des principes de 2002. Voilà, c'est fondé sur les principes et inclut les guides fondés sur les preuves. Et B, optimise la guérison naturelle du patient. Et C, s'attaque à la principale cause de la maladie. Et enfin, D, met l'accent sur le maintien de la santé et la prévention des maladies. Bref, c'est un peu long, mais c'est ça la dernière version que je vois assez rarement. Ok, et ben écoute, je l'ai jamais vu, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point la voir rarement. Donc merci, je regarderai comme ça parce que à l'oral j'ai la référence, si tu veux j'ai la réfence du papier. Ouais, je veux bien comme ça on la repartagera tout ça. Et sur Twitch on a une personne qui demande si les principes initiaux n'existent plus ou qu'on les abandonne, qu'est-ce qui différencie l'ostéopathie des autres thérapies manuelles? Je pense que c'est un truc qu'on abordera un peu plus tard dans notre discussion parce que c'est un peu l'un des fonds du problème. On nous a dit qu'il faudrait prévenir les profs en école que ça doit être basé sur les preuves. ça taille. C'est pas juste dans les principes de 2002, c'est aussi dans les décrets au niveau légal depuis 2014, il me semble. Et normalement, les écoles sont censées faire ce travail. Ouais. Ok, donc là déjà, c'est le point de vue légal. On a un constat, on a plusieurs professions qui
font des choses similaires. En gros, on a des outils similaires pour s'occuper des problèmes similaires. Est-ce que c'est un problème ou pas? J'en sais rien. Mais toujours est-il que ça existe. Il y a des doublons, il y a des redondances. Et autant la différence entre kiné et ostéo, la redondance peut s'excuser, je pense. Autant entre chiro et ostéo, je trouve que la redondance est un peu moins facile à comprendre, de mon point de vue. Je connais mal la chiropraxie, même si je sais qu'elles ont toutes les deux, enfin les deux professions ont été créées sensiblement à la même période, sensiblement au même endroit, par des personnes différentes, peut-être avec des inspirations communes, peut-être que l'un s'est inspiré de l'autre, j'en sais rien. Donc ouais, mais je comprends effectivement qu'aujourd'hui ça soit un peu complexe Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc, deuxième point sur lequel l'interrogation me semble impertinente, du coup, c'est que, alors, encore plus ces derniers temps, mais en fait, finalement, depuis plusieurs années, et ça tire quand même à boulet rouge sur l'ostéopathie. Tu as eu des représentants de l'ordre des kinés, par exemple. Tu as eu un rapport du cortex sur l'ostéopathie crânienne. Tu as eu un rapport du cortex sur l'ostéopathie viscérale. Même, je vais te dire, je vais te montrer un truc. Hop. Je sais pas si tu as déjà vu. Ça, c'est sur le site du gouvernement. Du coup, je ne me rappelle plus où c'est sur le site du ministère de la Santé. Tu peux trouver cette fiche qui explique ce qu'est l'ostéopathie et qui conclut cette pratique est-elle validée scientifiquement. Littérature scientifique, donc l'ostéopathie n'a pas d'efficacité supérieure aux méthodes classiques de traitement. De plus, les études réalisées ont d'importantes limites méthodologiques et donc important que d'autres études rigoureuses sur le plan méthodologique soient réalisées pour apporter des données faibles sur l'efficacité et les risques de l'ostéopathie. En conclusion, les études réalisées à ce jour ne peuvent apporter de preuves de l'efficacité de l'ostéopathie. Des études rigoureuses sont nécessaires. Des événements indésirables rares mais d'une extrême gravité peuvent survenir lors de manipulation de vertèbres cervicales. Quand une douleur apparaît, il est recommandé de consulter un médecin avant de s'engager dans une prise en charge ostéopathique afin d'éliminer une pathologie qui relèverait d'un traitement autre que l'ostéo. Une douleur peut en effet être le symptôme d'une pathologie nécessitant un traitement. Voilà. Bon, bref. Voilà ce qui est dit. Donc, ça tacle. C'est factuel, hein, pour autant. Oui, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est un tacle. Hein. Je veux dire, à partir du moment où la chose elle est sourcée, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Je prends pas ça comme un tacle. Hein. Moi, je trouve que ça tacle pour la simple et bonne raison que c'est formulé d'une manière, si tu dis que ça n'a pas de supériorité, ça n'a pas non plus d'infériorité démontrée par rapport au traitement recommandé aujourd'hui, tu vois aussi ce que je veux dire. C'était une remarque que j'avais faite, il y avait une vidéo qui avait été faite par la tronche en biais sur la chiropraxie, où justement il disait sensiblement la même chose, à savoir que les traitements manipulatifs ne présentaient pas de supériorité par rapport à d'autres approches, et en fait c'était dit d'une manière qui laissait sous-entendre, en gros ça sert à rien. Sauf qu'en fait pas de supériorité, et si c'est un truc équivalent, bah, c'est une option thérapeutique en fait. Là on parle vraiment de l'outil thérapeutique, on parle pas forcément des modèles théoriques qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que voilà, pas de supériorité, ça veut pas dire que ça sert à rien. Ça, c'est un peu les constats qui ont été faits. Donc, il y a des dérives qui sont répertoriées, des dérives thérapeutiques. Des gens qui font de la biodynamie, et qui restent empreintes de la philosophie d'une secte, la secte de l'anthroposophie, des écoles Steiner-Waldorf. Il y a des dérives aussi, on a vu malheureusement des cas de violence réalisées, d'agression, de violence sexuelle, d'agression et ce genre de choses. Donc il y a ce genre de choses qui sont présentes. Et donc maintenant qu'on a fait ces constats-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qui m'intéresse un petit peu. Est-ce que tu peux réagir à toute cette longue introduction? Je m'étais même noté 2-3 autres trucs pour moi qui sont importants, qui sont dans la continuité de ça, c'est que là on a parlé des principes fondateurs de l'ostéopathie, à remettre dans leur époque aussi, même s'ils ont été un petit peu actualisés. Il y a une question des modèles explicatifs de ce qui se passe derrière, qui est encore une autre question, c'est-à-dire que les principes, j'ai l'impression, sont plus là pour guider une sorte de philosophie de traitement global, et les modèles explicatifs derrière sont plus essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et ça aussi, c'est des choses où on sait que les modèles explicatifs historiques ne sont pas bons. On peut penser notamment au modèle crânien sur lequel le cortex a fait un rapport, les approches de dynamique dont tu parles là, etc. Et puis même globalement, on peut parler des prétentions thérapeutiques qui, à l'époque, étaient très ambitieuses. Je peux citer par exemple Steele qui disait pouvoir tordre un homme d'une certaine manière et le guérir de la dysenterie, de la fièvre, des rhumes et des maladies liées aux conditions climatiques, secouer un enfant et stopper la fièvre scarlatine, le croup, je ne sais pas ce que c'est que le croup, la diphtérie et guérir la coqueluche en 3 jours par une torsion du cou de l'enfant. Donc
Encore une fois, on peut se dire qu'à l'époque, en 1874, on peut s'imaginer que, par rapport au traitement de l'époque, je puisse comprendre qu'il ait l'impression que ce qu'il faisait ait un intérêt. Mais le problème, c'est on retrouve encore aujourd'hui des ostéos ou, et c'est beaucoup plus problématique, des associations socio-professionnelles représentatives de la profession qui prétendent pouvoir apporter des bénéfices pour des trucs pour lesquels on n'a actuellement aucune preuve. Et en 2024, 2025, je trouve ça compliqué de continuer à affirmer des choses comme ça sans preuve, surtout si on a envie d'être pris au sérieux. Voilà. Je pense que ça allait un peu dans la continuité du constat qui est important de faire. Bah ouais, alors, c'est un peu comme aujourd'hui, il y avait une étude qui avait montré que la PRP était plus efficace que des corticoïdes. Et du coup, c'était aussi essentiellement parce que les corticoïdes ont montré des effets néfastes. Donc du coup, c'est pas difficile d'être plus efficace qu'un truc qui est néfaste, même si tu fais rien, du coup. Aucun effet. Et du coup, à l'époque, quand on soignait l'arsenic, je doute pas que l'ostéopathie était plus efficace que la médecine de l'époque. Il y a une bonne remarque quand même qui est faite par H2O, c'est que si tu tords le cou très fort, l'infection n'est plus un problème. D'accord, ouais. Merci Clément pour cette information. Donc, voilà le constat. Donc maintenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup de tout ça? Maintenant qu'on a défini un petit peu qu'il y a de la redondance, qu'il y a des risques d'entrisme, qu'il y a des risques de dérive, que les principes fondateurs, les trucs fondateurs, ça se base sur des choses qui, aujourd'hui, je pense, ne sont pas étayées et qui ne sont pas en accord avec les données de la littérature. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc là, il y en a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Une des voies qu'il ne faut pas négliger, c'est la voie de faire disparaître l'ostéopathie en France. Et qu'est-ce que ça veut dire faire disparaître l'ostéopathie? Je pense que c'est improbable, mais c'est pas un truc qui est tout ça. Donc faire disparaître l'ostéopathie, ça peut être parce qu'on fait en sorte que les ostéopathes soient intégrés dans les kinés et tout ça, on les rassemble tous en une profession. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait d'ailleurs solutionner un autre problème qui est remplir les cabinets. Remplir les cabinets des ostéopathes, tu veux dire? Oui. Parce que du coup, les kinés, ça va, je pense. Donc, tout rassembler en une profession, ça pourrait être juste tout simplement de supprimer la profession d'ostéopathie. Ce qui me semble tout à fait improbable dans notre politique néolibérale qui est menée depuis 2007 au moins, tout ça, où en gros, on dit aux gens, allez-y, faites des choses, comme ça fait moins de chômage. Donc voilà, même si vous êtes des travailleurs pauvres, vous êtes des travailleurs, c'est toujours mieux que du chômage. Et donc, du coup, il y a des autres voies, c'est... J'imagine que tu vois d'autres voies en dehors de faire disparaître l'ostéopathie, c'est faire en sorte que soit on dit on touche pas, parce que dit c'est très bien, ça va s'autoréguler tout seul et tout ça, soit on essaye de faire en sorte qu'on garde le mieux du mieux et qu'on retire le pire du pire. Et du coup, il faudrait définir ce qui est le mieux du mieux et comment on fait pour retirer le pire du pire. Cette solution-là semble être ce vers quoi l'État se dirige progressivement, en fait. Quand on voit notamment le rapport de l'IGAS qui a été publié en 2023, il me semble, dedans, il est des questions justement de faire des rapprochements entre les écoles d'ostéopathie et les universités. Le fait, alors déjà, comme je disais, il y avait des décrets qui, de mémoire, je crois que c'était ceux de 2014, je ne sais plus s'il y en a eu d'autres depuis, qui obligeaient les écoles, même si c'est malheureusement pas contraignant, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de contrôle sur est-ce qu'ils le font vraiment, qui obligeaient les écoles à avoir un conseil scientifique et à adapter le contenu de la formation aux données de la science, où normalement ils doivent s'assurer que tout puisse être sourcé, etc. Et pour revenir sur le rapport de l'IGAS, au-delà du rapprochement avec les universités, il est à un moment évoqué l'hypothèse potentielle d'intégrer l'ostéopathie et la chiropraxie, je ne sais plus s'il parle de la chiro aussi dans ce rapport, aux professionnels de santé. Ce serait probablement dans une optique d'encadrement, de protection des usagers, donc des patients, et d'encadrement, quoi. Enfin, en gros, faire en sorte qu'on puisse plus facilement avoir un œil sur ce que font les ostéos et pouvoir faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est ce vers quoi tend l'État actuellement. J'ai mis le rapport de l'IGAS en visibilité pour tout le monde, donc si vous voulez retrouver, c'est juste ça, vous tapez IGAS Ostéopathie 2023. Et pour ceux que ça intéresse, la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube, où sera rediffusée cette vidéo, les chroniques d'un ostéosceptique, la première vidéo que j'avais faite, c'était une discussion d'1h30 avec H2O, Clément, qui est dans le chat, et Pierre-Adrien Liot, qui est responsable syndical, où on parle spécifiquement de ça, du rapport de l'IGAS. On a la question, c'est l'hypothèse d'une évolution vers le métier unique de physiothérapeute du coup. Non, vraiment, je pense vraiment pas qu'ils vont faire ça. Je pense vraiment qu'on va rester dans des silos ostéopathie, kinésithérapie et chiropracteur, et qui vont être séparés, ils vont vraiment jamais réunir ces professions. Même si je pense que c'est dommageable, parce que ça fait de la concurrence, et la concurrence,
en santé, c'est pas spécialement ce que j'estime une bonne chose. Déjà, je suis pas sûr que le marché se régule lui-même en termes de commerce. Alors, en termes de santé, faire de la concurrence pour que... En fait, le principe, c'est de se débarrasser le plus possible de ses clients. C'est-à-dire que si, si un système, un professionnel de santé qui est efficace, il n'a pas de clients, techniquement. S'il est excellent, excellentissime, donc c'est quand même pas vraiment le même système. Donc si tu mets une concurrence dans ce truc-là, donc tu vas avoir des batailles sur les prix, mais tu as aussi des batailles sur comment attirer le plus possible les clients, et ça implique du coup de créer de la demande. Parce que si tu as une offre qu'il faut remplir, tu dois créer de la demande, et donc du coup je pense que c'est un peu problématique de faire ça. Donc je pense qu'à terme ce serait bien, ce serait bénéfique de faire de rapprocher les professions. C'est pas ce qui va se passer. Donc maintenant, en imaginant que ça se passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est improbable que les professions se rapprochent, c'est improbable que les professions elles disparaissent. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu disais tout à l'heure que certaines personnes ont tendance à vouloir promouvoir la disparition de l'ostéopathie, ou en tout cas semblent essayer d'y contribuer. Et c'est vrai que notamment on a pu voir au moins ces derniers mois, peut-être ces dernières années, quand même vachement plus de voix s'élever contre la profession. Des personnes qui en fait mettent le doigt sur des problématiques qui sont réelles. Et je pense que le fait que la profession n'ait pas su se saisir de ces problèmes et de les régler, eh ben, ça fait que les voix de ces détracteurs, elles ont été entendues, et elles, comme je dis, ils ont raison en fait. Sur certains modèles théoriques totalement pétés, sur des gens qui font des dérives thérapeutiques voire sectaires, sur des agressions, etc., etc. Après, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça va mener en fait, ce genre de dénonciation de la profession en général, j'entends. Est-ce que ça va vraiment aider à faire changer les choses? Je ne sais pas en fait. Est-ce que ça va aider aussi les ostéos qui peut-être ont du mal à prendre le train de l'évolution? Est-ce que ça va les aider en fait à se remettre en question? Je vais même te dire, je pense que ça refaire. Tu connais le concept de fenêtre d'Overton ou pas du tout? Oui, j'en ai réentendu parler il n'y a pas longtemps par je ne sais plus quel youtubeur. Mais vas-y, réexplique-la, je suis sûr que tu l'expliqueras bien mieux que moi. Probablement Clément Viktorovitch. C'est ça, exactement. Ouais. C'est lui qui l'a popularisé déjà. C'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais il l'a popularisé dans le débat public. La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre de tout ce qu'on a le droit de dire dans l'espace public. En gros, il y a des opinions qui sont des choses avant on n'aurait pas pu dire, tu vois. Genre, il y a peut-être 10 ans, on n'aurait pas pu faire un salut nazi en vidéo. Ça aurait fait un scandale. Et là, il y a des gens qui disent oh, c'est un salut romain, ce genre de choses. Donc la fenêtre d'Overton, elle peut s'élargir. Donc, du coup, des propos qui, il y a 10 ans, étaient OK, deviennent plus OK. Et des propos qui il y a 10 ans, n'étaient pas OK, deviennent OK. Et on a un glissement, je crois, d'ailleurs, dans cette fenêtre. L'idée étant que ce qui est dans la fenêtre, c'est ce qui est acceptable, ce dont on peut parler, du style l'âge de la retraite, et ce qui est en dehors de la fenêtre, c'est ce qui n'est pas acceptable socialement de parler, du style l'esclavage, aujourd'hui. Là où il y a 150 ans, 200 ans, peut-être que la fenêtre aurait été différente. Et donc, du coup, quel rapport tu fais avec cette histoire-là? Bah, tiens, je te montre une publication. Donc moi, j'administre un groupe Facebook. Et dans le groupe Facebook, des fois, on me signale des publications. Donc souvent, c'est des publications qui cherchent à appâter des clients, qui cherchent à appâter du sexe, ce genre de choses. Et là on m'a signalé, genre c'était aujourd'hui ou hier, on m'a signalé cette publication-là. Donc c'était une ostéo qui a dit j'ai besoin de vous afin d'aider les petits patients, j'ai besoin de me créer un réseau. Je suis à la recherche d'un kiné pédiatrie euro-myofacial et d'une orthophoniste formée aussi en euro-myofacial en Haute-Saône dans le territoire de Belfort et ou dans le Doubs. J'aurais peut-être dû masquer ça aussi. Je vous demande juste un partage et j'espère qu'avec la magie à réseau, je trouverai des perles rares. Merci d'avance. Donc, a fortiori, là, tout de suite, dans ce message-là, je vois rien qui nécessitait signalement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une professionnelle qui cherche des kinés pour travailler avec des kinés. En soi, je peux comprendre ce qui a amené à ce signalement, c'est que en fait, on a beaucoup parlé de l'escropathie. Je crois que ça a été comme ça que ça a été décrit. Il y a des personnes qui témoignaient de le syndrome KISS, par exemple, ou qui a fait qui a été diagnostiqué entre autres par des ostéopathes, des trucs qui n'existent pas trop chez les nourrissons apparemment, de ce que j'ai compris de ma compréhension du sujet, qui a mené à beaucoup de chirurgie de frein de langue qui était non nécessaire, des chirurgies non nécessaires sur des nouveau-nés. Donc du coup, je pense que le fait d'en communiquer et tout ça, ça a amené à ce que ce genre de message, où c'est une personne qui pourrait tout à fait être quelqu'un qui cherche à bien travailler, fasse partie des commentaires qu'on ne veut plus voir.
Donc voilà un petit peu ce que je comprends et ce que je parle de la fenêtre d'Overturn. Ça devient même, je pense, acceptable aujourd'hui de traiter les ostéopathes d'escrocs pour une certaine frange de la population, Mm. d'appeler à ce qu'ils arrêtent de travailler, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça d'ailleurs? Oui, clairement. Alors clairement sur les réseaux sociaux, c'est évident. C'est-à-dire que typiquement, il y a des endroits où c'est pas safe de se dire ostéo. Genre sur Twitter, tu dis que t'es ostéo. C'est se balader avec une cible dans le dos ou alors un truc disant tapez-moi, c'est gratuit quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à publier des choses sur ma chaîne YouTube, je ne disais nulle part que j'étais ostéo. Parce que, ben, à la base, moi, je m'inspirais beaucoup de chaînes de vulgarisation scientifique. Et j'étais bien conscient que si je venais en disant coucou, je suis ostéo, il y a beaucoup de gens qui me diraient mec, t'es gentil, mais nous, on parle de science. Alors, avec tes trucs d'énergie, machin, t'es bien sympa. Donc, en fait, les premières vidéos que j'ai faites, je disais jamais que j'étais ostéo. Et je les ai partagées sur Twitter, je disais pas que j'étais ostéo. J'ai été partagé par plein de kinés qui disaient ah, c'est super, machin, et qui ont pensé que j'étais kiné. Et je me souviens une fois d'une kiné qui m'avait contacté en privé en me disant, qui avait déjà partagé ce que je faisais en disant que c'était super, et qui un jour m'avait partagé un truc en privé, me disant ah tiens, faut signer cette, je sais plus qu'est-ce que c'était un truc politique par rapport à la profession de kiné. Et elle me disait tiens, ça nous concerne tous, etc. Et je lui ai répondu, je te remercie, mais en fait je ne suis pas kiné. Et elle dit mais t'es quoi? Je dis bah, je suis ostéo. Et elle m'a dit oh non, la déception, et elle m'a plus jamais parlé. Voilà. Donc, oui, je ressens tout à fait le truc. C'est ça qui est intéressant, c'est que, ah, c'est super ce que tu fais, tu partages des infos très fiables, mais dès qu'on te met l'étiquette ostéo, ah non, je ne veux plus, je ne veux pas voir ça. Il y a Structural History qui nous a dit les agressions, c'est pas lié à la profession, c'est lié à l'humain qui la pratique. Alors, moi je suis pas d'accord. D'accord. Il y a des trucs dans la profession qui font qu'on peut avoir ces agressions. Notamment, enseigner en formation initiale de la thérapie pelvienne, du coup, alors que c'est hors du champ de compétences. Et c'est enseigné encore dans certaines écoles de formation initiale. Donc, je ne dirais pas que c'est propre à l'ostéopathe, parce que je pense que c'est quelque chose qui est véhiculé, c'est quelque chose qui est véhiculé en formation continue, qui est véhiculé en formation initiale. Donc, je pense qu'il faut faire du ménage là-dessus, et pas dire que c'est propre à l'individu, parce que, pour le coup, il y a des choses dans la profession qui amènent à ça. Il y a le système qui crée ça. Il y a des croyances qui sont induites chez les patients qui créent ça. Et donc, du coup, je pense qu'il est nécessaire de travailler là-dessus. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et que je maîtrise absolument pas. Donc, ce que je vais dire n'aura peut-être pas grande valeur. Mais le questionnement qu'on peut avoir là par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que bah, la problématique principale, effectivement, c'est que à partir du moment où c'est des actes qui sont interdits en France, il ne devrait pas y avoir de formation dessus, déjà de base. On ne devrait pas pouvoir être formé à le faire, effectivement, si on n'a pas le droit de le faire derrière. Alors oui, effectivement, certains vont dire oui, mais c'est dommage de sauter, de s'interdire un outil que blablabla. Bla, bla, bla. Ok, si on avait des données claires pour montrer que ça a un intérêt, je l'entends. Mais bon, d'un autre côté, on se dit, il y a d'autres professions qui sont amenées à faire des techniques internes, bah, sage-femme, kiné, par exemple. Ce que je pense que veut dire structural ostéo, c'est que c'est pas pour autant qu'ils vont faire qu'ils vont faire des agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a probablement des personnes effectivement qui sont beaucoup plus amenées à le faire. Est-ce que c'est lié à la profession ou pas? Je sais pas. Enfin, parce que admettons qu'il y ait un intérêt à faire des actes thérapeutiques comme cela. Ce qui peut poser problème et que ce soit vécu comme une agression, c'est surtout la question du consentement, en fait, déjà. C'est-à-dire que si des patientes ou des patients viennent consulter pour une problématique, qui sont informés du fait que ça peut avoir un intérêt, mais qu'on n'a pas de preuves, et que la personne est OK pour faire ce genre de technique, et que ça rentre dans un cadre légal, ça ne serait pas une notion d'agression, tu vois, c'est ce que je veux dire. À partir du moment où il y a une mise au point sur la situation et que la personne dit bah OK, moi je suis OK pour essayer, je pense pas que ça soit considéré comme une agression si la personne est consentante et consciente de la balance bénéfice-risque ou de l'absence de connaissances sur le sujet. Donc, ce que je pense que veut dire structural ostéo par là, c'est qu'effectivement, est-ce que c'est lié à la profession en elle-même ou est-ce que c'est lié aux personnes qui juste ont une façon de faire qui est totalement bah, pire que déplacée? Je sais pas. Voilà. En fait, il a confirmé, il a dit ouais, oui, je suis d'accord. Avec toi, certains contextes sont propices, mais t'inquiète que les agressions entre collègues arrivent aussi dans des cabinets comptables. Pourtant, le contexte ne semble pas propice. La thérapie pelvienne en kiné, il faut bien l'apprendre. Ça fait partie de notre champ de compétences. Et là aussi, ça peut favoriser les problèmes. Encore faut-il que l'enseignant soit détraqué. Donc, moi, je pense qu'il faut juste qu'il y ait un boulot qui soit fait. Et je pense qu'il doit être fait par vous sur les VSS en pratique. Ce genre de choses, entre autres, mais sur ce genre de choses qui soit fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas une surreprésentation des VSS
par rapport à d'autres professions. La question, c'est est-ce qu'on a des données là-dessus? À ma connaissance, il n'y en a pas, mais du coup... Ouais. C'est ça, le truc, c'est que du coup, ça serait bien qu'on en ait, si ça peut se faire, permettre de voir si effectivement il y a une surreprésentation par rapport à d'autres professions ou pas. Il y a l'ordre des kinés qui avait décrit que dans ses plaintes pour affaire de mœurs, du coup, il y avait une surreprésentation de la proportion de kiné-ostéo par rapport au kiné. On n'a pas eu d'analyse statistique là-dessus. On a juste vu qu'en pourcentage, c'était plus. C'était basé sur un très 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 faible nombre de cas d'affaires de mœurs. Ce que fait remarquer quelqu'un, c'est qu'on peut lutter contre qu'il y ait surreprésentation ou pas. Je suis tout à fait d'accord. La question là, c'est plutôt de savoir est-ce que, s'il n'y a pas de surreprésentation, ça peut poser la question de est-ce que c'est un problème ostéopathique spécifiquement ou pas, quoi. Pour moi, je pense qu'on peut lutter contre et on doit lutter contre même qu'il y ait surreprésentation ou pas. Mais s'il y a surreprésentation, il faut qu'on change des trucs dans ce qui amène à cette surreprésentation, parce que du coup, ça nous donne un facteur qui est ça nous donne un nouveau levier. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en vrai, s'il y a une surreprésentation dans un champ spécifique, ça veut dire que dans ce champ spécifique-là, il y a probablement quelque chose qui favorise ça. Et ce quelque chose est peut-être beaucoup plus modifiable que juste des individus détraqués par-ci par-là. Voilà. Ouais. Je suis d'accord. Et parce que les individus détraqués, ça me semble compliqué de lutter contre, si c'est une proportion. Je pense qu'il y a des choses à faire dans la culture et ce genre de choses, mais voilà, ce genre de choses. Donc il y a les analyses de plaintes, j'ai rédigé pour l'Angleterre, et a priori ça arrive en France. Ouais, on a vu des trucs là-dessus. J'ai contacté Géry, on verra un petit peu. Il y a des trucs qui arrivent en France sur la pratique des ostéos, sur ce genre de choses, donc c'est chouette. Donc du coup, on a identifié des trucs. Oui. On sait que du coup, faut lutter contre les dérives. Et en dehors des dérives majeures comme ça, il y a aussi des dérives qui sont parfois autant problématiques parce que ça peut emmener à autant de souffrance, voire plus. C'est aussi les dérives de thérapeutiques qui ne sont pas appropriées, d'errance thérapeutique, de personnes maintenues en errance, de personnes à qui qu'on gaslight, qu'on amène à croire à certaines choses sur leur corps humain, exprès pour se dédouaner. Genre dire, bah oui, ça marche pas, c'est parce que vous avez continué à faire ci, c'est parce que vous avez la tête qui est bloquée, parce que vous avez ci et ça. Et qui peut entraîner des personnes invalidées à vie. Ça aussi, ça fait partie des dérives qui sont importantes sur lesquelles il faut lutter. Et qui peuvent amener à des conséquences néfastes, très néfastes également. Du coup, là, pareil, ça pourrait être intéressant, c'est de savoir si ça arrive plus fréquemment en ostéo ou en kiné, par exemple, je pense. Parce que, du coup, ça donnerait des leviers aussi, également, de la même manière. Là, tu parles des dérives thérapeutiques. Enfin, tu parles en tout cas des thérapeutiques qui ne sont pas forcément adaptées, des croyances inadaptées, etc. On ne sait pas en réalité s'il y en a plus en ostéo. Ça, c'est pas les mêmes, on est d'accord. Les explications et les croyances sont probablement pas les mêmes en ostéo et en kiné, mais on ne sait pas dire s'il y en a plus en ostéo qu'en kiné. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Australie. Ils ont analysé les sites des kinés, les sites des chiropracteurs. Donc on n'a pas les ostéos parce que les ostéos c'est quand même franco-français et que du coup il faut que les franco-français fassent des études. Mais en gros, il y avait beaucoup plus, il y avait statistiquement plus de bullshit sur les sites chiro que sur les sites kiné. Et donc peut-être que ce serait pareil en France, ça mérite quand même analyse tout ça. En tout cas en France, le BP commence à être bien admis, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années chez les kinés. Donc je pense que il y a des chances que ce soit mieux. Je pense à une étude que j'avais vue, je ne l'ai plus en tête, mais je pourrais la retrouver, la mettre en lien ou en description sous la vidéo, sur la proportion de physiothérapeutes qui pratiquaient en accord avec les recommandations de bonne pratique, qui était malheureusement une proportion relativement basse. Je ne sais plus si ça te dit quelque chose, cette étude-là. Alors du coup, j'en ai plusieurs, et du coup j'ai une revue systématique sur plusieurs professions de santé, dont les kinés. Et c'était sur le pourcentage des kinés qui disaient qu'ils lisaient des études au moins une fois par semaine, ce genre de choses. C'était barrière et adhérence, EBP, je crois. Là, je vois, il y a un commentaire qui était sur Twitch auquel j'avais pas réagi, qui dit donc mais est-ce que c'est pas nécessaire que tout le monde se saisisse du problème et dénonce ce qui va pas pour faire avancer les choses? Entre parenthèses, vous aviez l'air de dire que ça ne fera pas avancer les choses de dénoncer. Alors, je me suis peut-être mal exprimé dans la façon dont je l'ai dit. Je ne pense pas que ça ne fasse pas avancer les choses de dénoncer. La question, c'est la façon de dénoncer et la façon de faire les choses, en fait. C'est surtout ça la question. C'est comment on fait si on veut faire avancer les choses. Et une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de gens changer d'avis quand on leur crie à la gueule que ce sont des gros débiles, en fait? Et concrètement, si on veut faire en sorte que des choses changent,
auprès de praticiens. Est-ce que le fait de dire aux praticiens que ce sont juste des demeurés ou des personnes embrigadées dans une secte, est-ce que c'est vraiment une solution pour les faire changer d'avis ou les faire... Alors peut-être que ça permet une prise de conscience de certains. Est-ce que ça fonctionne sur un grand nombre? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je suis diplômé depuis 13 ans et je pense avoir changé beaucoup d'avis sur beaucoup de choses, même si je pense que j'avais une formation initiale qui était peut-être pas trop mal. J'ai ressorti des bouquins, enfin des classeurs là aujourd'hui de sémiologie ostéopathique et j'ai été assez surpris de voir qu'en 2010 on nous parlait d'evidence-based medicine quand même. Donc ça j'étais quand même assez agréablement surpris. Pourtant il y avait aussi pas mal de choses qui nécessitaient, je pense, un peu plus de recul critique. Donc j'ai changé d'avis beaucoup sur beaucoup de choses et en fait ce qui m'a fait changer d'avis, c'est pas des gens qui sont venus me dire que j'étais un gros débile ou que ce que je faisais c'était de la merde. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'était en l'occurrence des vulgarisateurs qui m'ont initié à certaines choses sur l'esprit critique, sur le fonctionnement de la science, etc. et qui n'étaient absolument pas vindicatifs, en train de dire vous êtes un gros débile. Effectivement, tu es en train de mettre une vidéo là qui est très bien. Phil Plait, Don't Be a Dick. Tu veux que je la mette ou pas? C'est celle d'hygiène mentale. Ouais, vas-y. I typically talk about astronomy, space, and science, and the way they're twisted and distorted by anti-scientists, by pseudoscientists. And for all the years that I've been doing active skepticism, I've never actually stood up here and talked about what it means to be an active skeptic, to do skepticism, about how we practice this art of ours. It's not really necessarily a science skepticism. There's some art to it. And I've not discussed skeptics ourselves. And so over the past couple of months, I've been thinking about this a lot. I read a lot of blogs, I read the bulletin boards and all of that. And honestly, there's been some alarming developments in the way skepticism is being done. And, perhaps not overall, but in some specific places, the tone of what we're doing is decaying. And instead of relying on the merits of the arguments, which is what critical thinking is really all about, what about evidence-based reasoning is about, it seems that vitriol and venom are on the rise. And I'm unhappy about that, and I want to talk about it. So let me ask you a question. Here. How many of you here today used to believe in something, past tense, whether it was flying saucers, psychic powers, religion, anything like that? You can raise your hand if you want to. I mean, I imagine, yeah. Not everybody's born a skeptic, right? A lot of you are raising your hand. I'd even say most of you from what I can tell. Now, let me ask you a second question. Second question is, how many of you no longer believe in those things and you became a skeptic because somebody got in your face screaming and called you an idiot, brain damaged, and a retard? Okay? Yeah. Je pense qu'on n'a pas besoin de montrer plus. Du coup, c'était le truc un peu génial là-dedans. Effectivement, cette vidéo-là, donc Hygiène Mentale fait partie, donc c'est la chaîne sur laquelle cette vidéo a été publiée. Hygiène Mentale, c'est donc Christophe Michel, je crois, de mémoire, il s'appelle. Il fait partie des vulgarisateurs qui m'ont beaucoup appris de choses, et je trouve qu'il fait partie de ceux qui ont une approche du scepticisme qui est vachement respectueuse, en fait. Vachement respectueuse des gens et de leurs croyances et de leur compréhension du monde. Et si on fait le lien aujourd'hui avec nous en tant que soignants et des patients qu'on peut avoir qui ont des croyances, on se rend compte aussi que dire aux gens « mais non, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne », ça n'aide pas forcément à changer ou à comprendre, à faire changer leur fonctionnement. Bah, du coup, pour répondre à la question, je pense que la question, elle arrive à point nommé. Tout ça, c'était est-ce que du coup, il faut utiliser ou pas ce genre de choses, il faut pas critiquer ce genre de choses. En fait, moi, je vais te dire, ce que tu vas faire, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire disparaître l'ostéopathie, tu vas pas utiliser les mêmes outils que si ton objectif, c'est de faire en sorte que les ostéopathes pratiquent de manière plus respectueuse, changent de manière de pratiquer, ce genre de choses. Donc, en fait, une bonne communication, ça va dépendre de tes objectifs. Et donc forcément, tu as des communications, on peut dire ah, mais elle est nulle, elle est pourrie, tout ça. Ça dépend en fait de l'objectif de la personne qui veut la faire. On a dit quand même que je pense que c'est improbable que l'ostéopathie disparaisse. Donc je pense qu'on peut tirer des enseignements des sciences sociales. Et donc je suis vraiment pas un expert dans le sujet. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, à critiquer, être très critique sur ce que je vais vous dire. Mais il semblerait que quand on désigne un groupe complet, le groupe a tendance à se souder entre lui. Et en fait à être plutôt imperméable, à s'opposer à tout ça. Donc je vous donne un exemple de critique qui pourrait être inefficace pour faire changer les ostéopathes. Ce serait de dire, les ostéopathes vous êtes... Parce que là du coup en fait on met tous les ostéopathes dans le même groupe,
Et donc, du coup, comme on les met tous dans le même groupe, eh ben, ils vont avoir tendance à justement être en opposition, à se souder, et pas du coup à essayer de faire changer certaines choses. Alors qu'une critique qui pourrait être plus efficace, c'est de dire les ostéopathes traditionnels vous êtes, et là du coup on crée le groupe, donc les ostéopathes traditionnels ne changeront pas. Par contre, dans les ostéopathes, il y en a qui vont pas être dans les ostéopathes traditionnels, donc ils vont rejoindre une autre partie du groupe. Ça, on peut le voir clairement. Je pense que même de manière assez désagréable, ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vais essayer de pas trop tirer de conclusions hâtives parce que du coup, c'est pas un peu ça, mais on a vu que dans les luttes féministes, il y a eu beaucoup ce genre de choses qui ont été faites, les hommes, blablabla, ce genre de choses, qui sont très souvent, je pense, à juste titre. C'est-à-dire que y a des choses qui sont critiquées et je pense que l'affaire Gisèle Pellicot doit nous alarmer sur le fait que, en fait, il y a peut-être des raisons de critiquer les hommes en général, vu que il y a 8 hommes sur 10 qui ont dit oui, et il y a 2 hommes sur 10 qui ont rien dit. Donc dans tous les cas, tous les hommes étaient problématiques dans l'affaire Gisèle Pellicot. Alors peut-être que le mec, il avait très bien identifié les mecs problématiques, mais dans tous les cas, 100% des personnes étaient problématiques, quoi. Toujours est-il que ça a été beaucoup fait dans la rhétorique féministe, tout ça, et que j'estime peut-être, que j'ai dit probablement à juste titre. Et pour autant, les résultats ont été catastrophiques. C'est-à-dire que dans les données qu'on peut voir, j'ai les données qui ont été présentées par, comment elle s'appelle du coup, Salomé Saquet, dans Quotidien, sur le fait que les nouvelles générations, il semblerait qu'il y ait une plus grande polarisation qui s'effectue. C'est-à-dire que les femmes sont effectivement de plus en plus féministes, et ça, c'est super. Par contre, les hommes le sont de moins en moins. Et les jeunes garçons, en tout cas, le sont de moins en moins. Et on peut le voir encore pire avec la poussée aux États-Unis toutes les lois anti-inclusivité, anti-immigration, anti-immigration, ça encore autre chose, ça, mais en tout cas, toutes ces lois-là qui font que, en fait, il va y avoir un recul probablement des droits des femmes. Anti-avortement, etc. Ouais. Il va y avoir un recul du droit des femmes aux États-Unis. La campagne de Trump, elle s'est faite en partie sur justement cette vague de personnes qui se sentaient agressées, ils ont fait une rhétorique anti-wokiste, tu vois, et donc du coup le fait de faire cette rhétorique-là, comme les wokistes, ils ont été assez virulents et tout ça, il y a eu tendance à pouvoir plus facilement amener un recul des droits, alors que c'était, je pense qu'une grande partie des critiques faites sont légitimes, mais peut-être qu'elles n'ont pas été faites de la manière la plus efficiente pour faire ce genre de choses. Oui, il y a une forme de réactance, et attention, réactance, ça ne veut pas dire réagir à quelque chose qui est négatif. Réactance, c'est un truc en réponse à une perte de liberté, une sensation de perte de liberté. Attention, c'est pas juste de dire moi je crois à autre chose, et donc du coup je vais pas y croire. Non, non. La réactance, c'est qu'on réagit quand on a l'impression de perdre en liberté. Donc ce qu'il faut, c'est que dans notre communication, quand on va faire progresser les ostéopathes, par exemple, mais peut-être aussi les kinés, parce que moi je pense que les kinés ont besoin de progresser, je ne mets vraiment pas que les ostéopathes. Quand on veut faire progresser, il faut faire en sorte que ça ne soit pas vu comme une perte de liberté. Et pour le coup, on a de la chance, c'est que l'EBP, dans notre champ à nous, c'est plutôt quelque chose qui va être plutôt très libérateur. Parce que il n'y a pas de manière très précise nécessaire qui soit obligatoire pour faire sa thérapie manuelle. On peut la faire à un endroit ou à un autre. On n'est pas obligé de la faire. On peut faire d'autres actions. Donc, du coup, au contraire, c'est plutôt libérateur. Et donc, on a de la chance. C'est ce que je dis souvent. Là, ce week-end, j'étais en formation et je montrais des articles sur l'efficacité de tel ou tel exercice, etc. Et en fait, on se rend compte que telle chose, ça fonctionne pas mieux que telle chose, ça fonctionne pas mieux que telle chose. Et puis les gens ils se disent, mais en fait, ça veut dire que il n'y a rien qui fonctionne. Non, en fait, ça veut dire qu'on a plein d'options possibles, en fait. On peut faire les choses de plein de manières possibles. Donc, effectivement, ça nous donne plus de choix. Donc, c'est cool, en fait. C'est cool. Et c'est pareil, effectivement, comme tu dis, pour la thérapie manuelle, quand on a certains concepts qui peuvent être remis en question, ça nous enlève pas forcément certains outils. Ça nous permet de voir l'utilité qu'ils ont, si on parle de la thérapie manuelle, effectivement, ça nous apporte aussi plus de liberté sur la façon de faire, quoi. Ouais. C'était plutôt cool. Même, j'ai envie de te dire, chez Kiné, nous, on a l'obligation de continuité des soins. Si tu trouves pas de remplaçant, tout ça, partir en vacances, c'est autorisé, mais tu peux quand même, si jamais il y a une dégradation de ton patient pendant ce temps-là, tu peux être retenu pour responsable si tu n'as pas proposé d'options thérapeutiques adaptées. Rien que le fait de savoir, de faire de l'empouvoirment auprès des gens, rien que là, tu te libères de ouf. Tu peux te dire, tiens, je pars 2 semaines en vacances, j'ai pas trouvé de remplaçant, tant pis. Parce que j'ai donné le pouvoir aux patients, ils savent ce qu'ils ont besoin de faire et tout ça. Il y a vraiment un gain de liberté, au contraire, dans notre champ, qui est vraiment intéressant.
Je suis assez d'accord que les kinésithérapeutes auraient besoin d'un renouveau, notamment de l'accès direct, des séances d'une heure, d'une valorisation des praticiens qui se forment. C'est GG Postcard qui dit ça. Ok, donc on est bien là-dessus, on est d'accord qu'il y a besoin d'un renouveau. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin des séances d'une heure, forcément. Je pense que ça devrait être bien de pouvoir le faire, dans certains cas de figure, tant que c'est pas abusé. Donc du coup, on a parlé de pas créer de groupe social, de dire tout le groupe, on le sait, l'antagonise. On a parlé de limiter la réactance. Et tout simplement, en fait, il faut aussi pas faire que des connaissances négatives. Les connaissances négatives, c'est super important. Il ne faut pas ne pas le faire. Connaissance négative. Savoir que la thérapie manuelle ne marche pas en remettant les os en place, c'est une connaissance qui n'est pas une connaissance en fait finalement. On fait que retirer la croyance qu'on avait. C'est ce qu'on appelle une connaissance négative. Et le concept de connaissance négative, il semble assez clair dans les littératures. Si tu l'explicites pas, si tu explicites pas le fait cette connaissance négative, les personnes ne font pas le lien, ne font pas le rapprochement, et donc du coup tu as un effet moins intéressant dans les connaissances, dans les trucs des personnes. Donc il faut impérativement donner des connaissances négatives. Mais donc c'est important de faire du debunk entre guillemets, de dire telle chose, c'est pas comme ça que ça fonctionne ou c'est pas vrai. Et ça vaut pour les professionnels, ça vaut pour les patients. Si vous êtes un patient, du coup là je suis en train de vous libérer des hormones, ce genre de choses, mais que tu lui dis pas à un moment ça n'a rien à voir avec vos muscles, on n'a pas du tout besoin de vous remuscler, les personnes ne feront pas le lien. Elles auront toujours la croyance du muscle, elles auront un petit truc en plus en périphérie. Et donc, du coup, ça a été montré dans les croyances de père-évitement. Tu as plus d'effet sur les croyances de père-évitement si tu explicites clairement que ça marche pas comme ça. Donc, c'est important de faire de la connaissance négative. Le problème, c'est de ne faire que de la connaissance négative. En fait, une connaissance négative est efficace si tu donnes une connaissance positive qui permet sur laquelle tu peux faire un substitutif. Et là, je mets beaucoup de bémols là-dessus parce que c'est des concepts théoriques. C'est pas, à ma connaissance, c'est pas prouvé. Mais du coup, disons qu'il y a un bon consensus scientifique là-dessus, même si c'est un consensus qui n'est pas très fort, mais c'est un consensus quand même, qui dit, en gros, faut apporter des connaissances en plus pour pas que les personnes, une fois que tu leur as tout retiré, il ne leur reste plus rien, et donc du coup, soit elles sont dans le mal, soit elles continuent à faire exactement comme avant. Ouais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si je fais le lien avec mon histoire en tant qu'ostéo, qui a un peu évolué dans ma compréhension du truc, il y a eu une période après mon diplôme où effectivement, je regardais des vidéos de vulgarisateurs, etc. Et je me posais des questions. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais dans mon cabinet? Est-ce que c'est vraiment pertinent, etc. Et je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à continuer à travailler si on m'avait pas proposé des modèles alternatifs qui sont plus basés dans la science et plus basés dans le réel, et notamment des formations que j'ai pu suivre qui ont permis de faire le lien avec les neurosciences de la douleur, avec le modèle biopsychosocial, etc., qui permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans une consultation en tant qu'ostéo, et ça m'a pas donné l'impression de faire autre chose que de l'ostéo en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier. C'était une question qui m'avait été posée lors d'une conférence que j'avais donnée l'année dernière par, comment il s'appelle, le co-auteur de Richard Monvoisin, de comment vous avez... Nicolas tout ce que vous avez Pinceau. jamais voulu savoir. Nicolas Pinceau, voilà. Nicolas Pinceau qui était présent, qui est également vice-président de l'Ordre des kinés, il me semble. Ouais, du Conseil national. Conseil national, ouais. En gros, il m'avait demandé si aujourd'hui vous deviez, si votre enfant voulait faire des études, est-ce que vous lui conseillez de faire kiné ou ostéo? Et j'ai eu du mal à lui répondre. Mais je lui disais qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier en fait. C'est-à-dire que même s'il y a eu des évolutions de modèles théoriques sur ce qui se passe dans ma séance, j'ai pas l'impression de ne plus faire de l'ostéopathie, parce que pour moi, l'ostéopathie, c'est pas juste la dysfonction somatique ou des liens anatomiques entre le talus et l'occiput, quoi. Pour moi, ça, c'est juste les histoires qu'on se raconte pour expliquer ce qui se passe quand on soigne nos patients. Et le fait d'avoir justement de nouvelles données sur les neurosciences, sur le modèle du psychosocial, etc., je me dis, ouais, en fait, ça me donne juste une autre explication de ce qui se passe quand on va écouter les patients, quand on va leur donner des explications, on va essayer de leur donner des explications qui sont plus en raccord avec les données actuelles. Ça me permet de comprendre ce qui se passe quand je pose la main, et non, je sais que maintenant que je ne traite pas forcément de dysfonction somatique, que c'est pas parce que je vais manipuler T12 ou T7 que je vais avoir un effet direct sur l'estomac, etc. Mais je comprends mieux. Et donc, effectivement, le fait d'avoir eu ces données positives qui m'ont été apportées, ça m'a permis, je pense, de mieux accepter les connaissances négatives. Pour appuyer ton propos sur ce que c'est de l'ostéopathie, je t'ai pris la définition une définition de l'ostéopathie de l'University College of Osteopathy qui dit « Les ostéopathes travaillent pour fournir les soins les meilleurs possibles pour leurs patients, les aider à la récupération, en les supportant, en les aidant à gérer leurs conditions, à travers un panel d'approches qui inclut la manipulation physique,
du système musculo-squelettique, de l'éducation, des conseils sur l'exercice, l'alimentation et les styles de vie. Et donc, du coup, c'est globalement une définition qui est assez large et qui permet d'englober les critères de ce qu'on considérait un bon soin aujourd'hui. Et donc, du coup, je peux comprendre que si pour toi, l'ostéopathie, c'est ça, tu sens que tu fais toujours de l'ostéopathie. Je vois pas de l'ostéopathie différemment de toi, mais après, je suis pas ostéo, donc voilà. Maintenant qu'on a discuté un peu de ça, moi, je suis pour qu'on dise quand même que l'objectif qui pourrait aider le plus de gens possible, je pense que c'est ce qui pourrait aider le plus de gens possible, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ostéopathes soient les meilleurs possibles, parce qu'il y a peu de probabilité qu'on fasse disparaître les ostéopathes. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit, même si on y arrivait, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option à l'heure actuelle. Il y a peu de probabilité qu'on les fasse disparaître de différentes manières, hein, soit 30 000 professionnels au chômage, soit 30 000 professionnels qui deviennent une nouvelle profession avec d'autres thérapeutes. Ça me semble improbable. Donc du coup, il faut faire en sorte que les ostéopathes soient les meilleurs. Et donc du coup, dans les outils dont on a parlé, on a différents outils. On a à faire en sorte de créer de la connaissance négative, mais créer aussi de la connaissance positive. Donc créer de la connaissance positive, c'est-à-dire il faut faire ci, faire ça, tout ça. Il faut également, du coup, dans cette optique-là, faire en sorte de ne pas stigmatiser tout le groupe. Sinon, du coup, on va avoir du mal à embarquer tout le monde. Et faire en sorte de ne pas donner l'impression qu'il y a une perte de liberté. Évidemment, pour revenir aux questions qui ont été posées, je pense qu'il faut quand même dénoncer les dérives qui existent. Je pense que c'est important. Je pense que faut que ce soit dénoncé sur les bons trucs. Il faut libérer la parole. Je pense qu'il y a de l'intérêt derrière tout ça. Libérer la parole des victimes, parce que du coup, on ne sait pas. Par contre, je pense qu'il ne faut pas conclure sur les paroles des victimes, les anecdotes, parce que c'est des trucs qui sont importants, mais on ne peut pas conclure à un pourcentage s'il n'y a pas d'analyse derrière qui sont faits. Si on n'a pas une analyse rigoureuse, on risque de prendre des mauvaises décisions. Tu vois. Donc, il y a ce genre de choses qui est important quand même de rappeler. Donc, il faut conclure sur peut-être mener des analyses rigoureuses, mais pas conclure sur qu'est-ce qu'il faut faire à large échelle dans la société. Il y a des trucs que j'ai vus, par contre, on va parler juste une seconde d'un truc. Moi, je vais le nommer clairement. Il y a eu des cas de harcèlement qui ont été faits actuellement sur la personne de Arthur Durand-Odek, là. Je ne souscris absolument pas, du coup, à cette tentative de harcèlement. Pire, je pense que dans les harcèlements, il y a encore plus de harcèlements pires. C'est que j'ai vu des gens qui avaient mis des commentaires qui disaient « Oui, il a fait trop de mal à la profession, il faut le faire taire. » Et donc, je suis absolument contre sur l'idée, justement, de faire taire. Je suis pas d'accord avec la manière dont il pratique. Et encore, je pense... dire qu'il y a eu des harcèlements à son encontre. Ouais, il y a eu des harcèlements à son encontre. Ouais. Alors, pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas, donc... Odek, qui est donc à la base une chaîne YouTube, puis compte Instagram Ostéopathie Dérivée Esprit Critique, qui dénonce de manière assez virulente l'ostéopathie, de manière tellement virulente qu'effectivement ça crée de la réactance en face. Et parce que la façon de faire n'est pas forcément très plaisante. C'est exactement pas les trucs que j'estime les plus efficaces pour faire changer, que j'ai dit tout à l'heure, pour faire changer les personnes en rapport avec ce que je connais de la littérature. Mais par contre, pour un objectif de faire disparaître l'ostéopathie, ça ne me semble pas une mauvaise stratégie, ceci dit. Ouais. C'est juste que tu penses que ça fonctionnera jamais, quoi. Je pense que ça fonctionnera jamais parce que y a des enjeux politiques derrière tout ça. Alors ça fonctionnera jamais, c'est faux de dire jamais. Je pense que ça peut prendre 2 siècles, 3 siècles. Mais voilà. Donc, je suis pleinement pas d'accord avec comment il fait les choses et tout ça, mais je suis pour qu'il ait le droit de continuer à les faire. Et donc je trouve absolument inadmissible le fait qu'il y ait eu des harcèlements à ce sujet-là. Tout comme, et attention, je m'inscris bien, je trouve inadmissible les harcèlements dont il a fait preuve, qui étaient à moindre échelle, voilà. D'accord, comparé à ce qu'il a mené et tout ça. Pourquoi ? Il y a plein de bonnes raisons pour ça, et une des bonnes raisons, c'est que moi, je suis pour un monde plus factuel. Et un monde plus factuel, ça implique qu'on puisse tous diffuser des idées, tous diffuser des contre-argumentaires et ce genre de choses. Et il y a des gens qui vont pas le faire de peur de se prendre une vague de haine, une vague de harcèlement. Pour plein de raisons, parce que leur tête va être affichée, parce que du coup on va ridiculiser leur harcèlement. Moi alors, pour info, dans l'affaire, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé qui tronque des messages que j'ai écrits,
pour les rebalancer sur sa page, qui fasse des injures publiques vis-à-vis de moi, qui fasse de la diffamation, et donc, en tout cas, ce qu'on pourrait considérer comme étant de la diffamation, ça mérite encore jugement, mais éventuellement. Je pense que là, faire ça, moi, ça m'a fait déjà me poser la question plusieurs fois, de dire, est-ce que je vais parler de l'ostéopathie ou pas? Ah, ça va être embêtant, parce que bah, du coup, je vais me prendre encore toute une vague de critiques, j'en ai eu encore, même après qu'il ait fait le marché avec moi d'arrêter de parler l'un de l'autre. Le fait de faire ce genre de pratique, ça diminue la capacité à discuter. Donc forcément, ça mène pas vers un monde plus factuel. Et donc, il a fait ce marché-là avec toi. Il a fait le marché ouais, de... Ok. Parce qu'il supportait pas et je me suis laissé embobiner parce que j'avais des personnes proches, entre guillemets, en tout cas, on a des connaissances communes qui me disaient qu'il était vraiment mal et ce genre de choses. Donc j'avais accepté ça pour finalement il rompt lui-même le marché. Donc c'est pas grave, c'est pas important. Donc bref, toujours est-il que je ne souscris pas ni au harcèlement qu'il a fait, et encore moins au harcèlement qu'il a subi, qui était d'une magnitude supérieure, parce que je pense que ça ne favorise pas le fait qu'on comprenne mieux les choses, en fait. Mais ce que tu décris là, c'est intéressant, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le milieu du fitness, par exemple. Où on voit que certains grands noms du fitness, s'ils sont contredits, enfin, il y a plein de gens qui n'osent plus contredire certains noms du fitness, parce qu'ils se disent derrière, je vais me prendre une chier de vidéos de la personne, etc. Ce qui fait que ça crée une autocensure, ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent continuer à dire des choses qui sont totalement aberrantes, parce qu'en fait, on n'ose plus forcément en parler. Là, sans parler des trucs où il n'y a pas eu de jugement, il y a eu des jugements qui ont été faits, genre par exemple, on peut parler de Marvel Fitness avec Aline Dessine, il y a eu un jugement qui a été fait pour les appels au harcèlement qu'il a fait en masse, ce genre de choses. Il y avait des torts partagés, hein. Par exemple, il me semble qu'elle a été condamnée aussi parce qu'elle avait falsifié les messages, mais les torts étaient clairement disproportionnés de ce que j'ai compris. Voilà, bon bref. Donc toujours est-il que il y a des trucs comme ça, il y a des choses qui sont avérées. Ouais, et il y a des affaires en cours du coup en ce moment au niveau du fitness avec certains grands noms. Et il va de soi du coup que de la même manière que je pense qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Donc si vous voyez des gens qui harcèlent des personnes, il ne faut pas les harceler en retour. Parce que il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que premièrement, vous pouvez faire des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne connaissez pas le fin mot de l'histoire, vous avez une interprétation un peu trop hâtive. Deuxièmement, vous n'avez pas une notion de proportionnalité, parce que si vous faites ça, mais qu'une autre personne fait ça et une autre le fait, et du coup, ça va être difficile de gérer la proportionnalité, donc peut-être que ça peut être un peu exagéré en termes de réponse, et c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est une bonne décision de justice ou pas. C'est pour ça qu'on a des personnes dont c'est le métier professionnellement pour ça. Et d'autre part, en fait, on n'est pas à l'abri qu'il y a des personnes qui se servent de ça de manière intentionnelle pour manipuler leur communauté pour leur affaire personnelle, quoi. Pour leur gain personnel, ce genre de choses. Donc, c'est pour cette bonne raison que je pense que faire justice soi-même, ce genre de choses. Après, je peux comprendre, dans les affaires de VSS, on estime qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont punies. Donc, je peux comprendre la volonté de dire, oui, elles ne sont pas punies par la justice, donc faut qu'on se fasse justice soi-même. En fait, le problème, c'est que la justice, elle punit pas pour des fois, c'est un peu abusé, même souvent, mais des fois aussi, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de preuves et que punir un innocent, en tout cas, moi ça me semble complètement insupportable. Donc voilà, je vois l'idée. Surtout que punir, c'est pas forcément ça permet peut-être pas forcément de restreindre autant qu'on veut les risques de pratiques désagréables. Voilà. Bon bref, c'était une longue voilà. Je pense pas que le dilemme c'est de faire disparaître les ostéos ou bien alors les rendre meilleurs en les informant. Je pense que la vraie solution c'est de changer le système, formation initiale, syndicat, création d'un ordre, etc. Et non pas de changer les croyances individuelles et des outils de communication dont vous avez parlé comme si les ostéopathes étaient les fautifs. Et donc pour ça je pense qu'il faut que tout le monde dénonce et mette pression. Alors oui et non, vas-y, réagis. Par rapport à ce qui est dit là par Maximator, effectivement, je pense que je suis d'accord et j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, que c'est des choses qui sont en cours en fait, entre les décrets de 2014 qui essayent d'aller vers l'intégration d'un conseil scientifique, le fait qu'on doive pouvoir sourcer les trucs, le rapport de l'IGAS de 2023 qui propose un rapprochement avec les universités, ce qu'on voit dans d'autres pays autour de chez nous en fait. En Suisse, par exemple, il y a une universitarisation de la formation où maintenant c'est l'équivalent d'un master qui est fait à la haute école de santé. Donc il y a des choses
qui vont dans le sens là, et même au sein de la profession, si on regarde la profession en général de l'ostéopathie, comme je disais, les principes historiques, ils ont évolué. Il y a des études qui sont faites où il y a des réflexions aussi sur justement c'est quoi la spécificité de l'ostéopathie par rapport à d'autres professions. Il y a des études qui sont faites sur les mécanismes qui se passent dans les séances, enfin les soins. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette optique-là, c'est juste que ça prend du temps, et ça serait bien que ça aille plus vite, effectivement. Mais j'ai l'impression, en tout cas j'espère, que ça va dans le sens là. Moi, là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, penser que tout vient d'un individu, que c'est un individu tout seul qui est devenu nul dans son coin, alors que en fait, il est favorisé par un système, c'est un peu faux, c'est idiot. Tu vois, c'est comme dire, on va traiter la dépression, on va donner des formations de mindfulness aux gens, comme ça les gens ils vont arrêter d'être déprimés. Alors qu'en réalité, les gens, il y a tout le système politique derrière qui entraîne du travail, dans certaines fois, avec une certaine pression professionnelle et tout ça, qui peut amener à des risques de dépression derrière tout ça. Ce serait idiot. Par contre, moi, j'ai pas parlé d'un individu. En fait, j'ai parlé de challenger de manière générale, en fait, de faire des communications générales. Et ça va changer les individus les uns derrière les autres. Mais c'est qui les personnes qui vont être dans les groupes de travail et qui vont servir à faire progresser la profession, à changer le système et tout ça? C'est des individus qui seront motivés, qui seront souvent le plus informés. Donc c'est important d'informer le plus possible, de faire des critiques générales, de faire des critiques spécifiques de créer des connaissances négatives, de créer des connaissances positives, de faire en sorte que les informations soient le plus possible vulgarisées, parce qu'à un moment, ces personnes-là vont avoir besoin, pour faire avancer des choses, d'avoir je veux dire, ça va être plus facile si on a préparé le terrain, à la fois auprès des professionnels, qui vont devoir accueillir les changements, et à la fois auprès des personnes qui vont créer le système, qui vont du coup devoir prendre des décisions. Parce que là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que dans le système, on a légitimé l'ostéopathie, mais clairement, les gens qui ont écrit les lois, ils y connaissaient rien. Ça se voit, c'est clair, c'est précis. Du coup, le fait qu'elles y connaissaient rien, ça a fait juste un gros marasme, quoi. Ça n'a pas aidé beaucoup les gens. D'où la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on a des idées sur comment accélérer le processus? Tu parles de faire progresser une société tout entière. On parle de plusieurs milliers d'individus, de dizaines de milliers d'individus, voire même, je pense qu'il faut intégrer les patients dans l'idée, ce genre de choses, il faut intégrer tout ça, donc plusieurs dizaines de millions. Je pense que la progression est déjà ultra rapide. Je pense que les réseaux sociaux, ils favorisent beaucoup ça. Et quand j'ai ultra rapide, c'est à l'échelle d'une population. Je pense qu'on va avoir du mal à faire plus rapide. J'ai l'impression aussi que c'est des phénomènes en réponse aux mouvements que certains nomment ostéobashing. Maximator, tu parles des mouvements dans le système et tout ça? Peut-être qu'il fait allusion, par exemple, à certaines associations qui se montent, comme le collectif Cause, collectif pour une ostéopathie scientifique et éthique, qui, je pense, c'est un peu créé en opposition à ça. Je crois qu'ils ont changé de nom d'ailleurs, c'est pas pour l'ostéopathie, mais maintenant c'est pour les ostéopathes. C'est pour les ostéopathes, ouais. Qui me semble mieux. Parce que si jamais l'ostéopathie n'est pas définie par la pratique des ostéopathes, mais par les principes fondateurs, c'est un peu plus compliqué à faire évoluer. Alors, est-ce que ça a été monté en rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que ça a été aussi monté parce qu'il y a une masse critique de personnes qui sont formées à l'EBP qui montent quand même depuis des années. Hein. Je veux dire, ça fait... Laurent Fabre, là par exemple, pour le citer, que j'apprécie beaucoup, il fait du travail en ce sens depuis des dizaines d'années. Enfin, je sais pas des dizaines d'années, mais en tout cas, au moins une bonne dizaine d'années. Enfin, je veux dire, l'étude LC Ostéo qui est parue en 2024, là, c'était 2014 déjà qui a été fait le protocole. Donc, elle est parue en 2021. Oui, 2021, pardon. Ouais, le protocole a été fait en 2021. Le protocole a été fait... Au moins 2014, le protocole était déjà fait. Donc, c'est pour dire quand même que ça fait déjà des années qu'il y a des choses qui se mettent en œuvre là-dessus. Donc, dire que c'est juste en réponse aux critiques, c'est... je pense que c'est un peu comme... je sais pas si tu as déjà vu la vidéo, il y a un gars qui essaye de faire avancer le métro comme ça. Et il l'arrête. Enfin, je pense que les critiques... Là, c'est un peu abusé parce que les critiques, je pense qu'elles contribuent un petit peu d'une certaine manière, au moins à une posture publique. Mais n'empêche qu'il y a quand même des choses qui se mettent en œuvre depuis un petit moment et une évolution naturelle qui se met en œuvre, quoi. Donc dire que c'est en rapport à ce qui est fait, je pense que c'est donner beaucoup d'importance à des individus isolés et à des mouvements qui n'ont pas encore porté leurs fruits, quoi. C'est marrant parce que quand tu as dit, je sais pas si vous avez vu la vidéo, moi j'ai pensé à une autre vidéo, à des vidéos de Fulloscopy. Fulloscopy qui est une chaîne de vulgarisation qui parle de la façon dont on réagit en tant que masse, en tant que groupe.
Et il y a notamment des vidéos sur combien de personnes il faut pour lancer un mouvement de foule ou pour lancer un truc, et notamment genre quelqu'un qui se met à danser, puis après il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Et la question c'est à partir de quand il y a le point de bascule où en fait où tout le monde y va en fait. Et j'ai pensé à ça justement en me demandant, bah, voilà, tu parles de Laurent par exemple. On peut en citer d'autres, Jerry, par exemple, Jerry Draper Roddy, qui lui est en Angleterre mais intervient régulièrement en France, qui, je pense, sont des personnes qui ont... Enfin, moi, ce sont les gens auprès de qui j'ai été formé, mais qui vont avoir une action à petit niveau, entre guillemets, dans le sens où ils vont changer en profondeur des personnes qui vont voir en formation. Et après, derrière, il y a peut-être d'autres personnes qui vont réussir à diffuser un message de manière un peu plus large, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte de... Il y a quelques personnes qui démarrent des trucs, puis quelques autres qui vont continuer, puis quelques autres qui vont continuer, et puis jusqu'à ce que, espérons-le, il y ait un mouvement de bascule qui fasse que la majorité suive, ou qu'il y ait une scission, parce que c'est aussi une possibilité, hein, c'est que au bout d'un moment, les ostéos qui sont tellement attachés à une approche traditionnaliste se disent non mais c'est mort, en fait, moi jamais de la vie j'irai vers ce genre d'approche, et qu'à un moment, ça se sépare en deux, quitte à ce qu'il y ait deux titres, mais comme tu disais, tu pensais que c'était peu probable quand même. En tout cas, que les ostéopathes, dans leur sens, soient regroupés avec d'autres professionnels, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça risque de se séparer au sein des ostéos, quoi. Genre faire un des nouveaux éthiopathes. Ouais, oui, c'est ça. C'était déjà ça la base de l'éthiopathie, c'était une scission de... Genre les gens, ils étaient pas là, ils ont voté, ils ont dit on appelle ça autrement, allez on appelle ça autrement, et hop, on a fait l'éthiopathie. Ouais. On a parlé de l'efficacité du message, on peut aussi parler du fait d'élargir la fenêtre d'Overton, pour aussi que du coup ça devienne acceptable, genre on fait un extrême très loin, dire oui les ostéopathes ils devraient tous pratiquer comme ça, et pour que en fait derrière juste intégrer un peu de BP ça devienne quelque chose d'acceptable assez facilement. Ça peut être une des manières aussi. Insulter, ça peut être une manière aussi que en ce qui me concerne, je ne suis pas fan de cette manière pour la simple et bonne raison que ça crée des problèmes pour des résultats incertains. Ça peut créer des pathologies mentales chez certaines personnes qui se font insulter, injurier, ce genre de choses. Mais ça a l'avantage, alors on peut le faire aussi sur des personnes, sur des trucs un peu vagues et flous, mais ça a l'avantage ça fait commenter, et donc du coup ça rend les contenus plus visibles. Ça fait que les gens ils se les envoient et tout ça. Il y a aussi les algorithmes des réseaux qui sont intégrés là-dedans, qui sont pas très bien faits pour favoriser des débats sains. On nous pose la question, les points clés d'une ostéopathie remise au goût du jour. Et puis ça va avec quelles sont les spécificités de l'ostéopathie si on lui retire sa philosophie. Oui, effectivement. Les points clés, tu avais fait un article sur ostéopathe.pro où tu évoquais qu'est-ce que ça ferait un ostéopathe EBP. Et en attendant, je peux juste réagir sur l'autre partie. Je suis en train de le rechercher dans mon bouquin. Il y avait un truc justement sur les spécificités. C'était toujours dans le fameux bouquin sur les mythes. À un moment, il pose la question d'abandonner le mythe des principes fondateurs, en disant qu'il y a quand même pas mal de chercheurs ostéopathes qui expliquent qu'en fait les principes fondateurs de l'ostéopathie sont vagues et ambigus, ils manquent de crédibilité académique et qui différencient pas forcément l'ostéopathie des autres disciplines. Réflexion également amenée par l'approche holistique du patient, qui est non spécifique de l'ostéopathie, comme le précise Oliver Thompson, chercheur anglais ostéo. Donc effectivement, il y a des questionnements là-dessus sur qu'est-ce qui nous différencie des autres. Et c'est une bonne question. Est-ce que tu as besoin de te différencier ? C'est une question, hein. Moi, en vrai, moi je m'en fous. Enfin, j'ai envie de te dire que pour moi, ce qui différencie un ostéopathe par exemple d'un kiné, la spécificité, c'est la même chose, je l'avais déjà utilisé dans un autre live, qui différencie un air fryer d'un four traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même technologie, c'est la même chose. Par contre, le packaging est différent, le branding est différent, ça va créer des usages différents, parce qu'il y a un récipient plus petit, il y a certaines choses. C'est souvent un appareil qui est plus facile à placer dans l'appart. Ça sert objectivement, tu peux tout faire ce que tu ferais avec ton air fryer avec un four. C'est pas pour autant que c'est totalement inutile d'avoir un air fryer chez toi, ça va pas favoriser certains usages. Ça va peut-être pouvoir te permettre de mettre un truc dans le four qui va mettre longtemps à cuire et un autre truc dans l'air fryer qui va être un peu plus rapide. Donc il y a quand même une spécificité, il y a un usage qui peut être fait. Et notamment dans votre accès, vous avez je veux un rendez-vous chez un ostéopathe, je peux en avoir un demain. Et ça dans beaucoup d'endroits. Et donc ça, c'est incroyable. Accès direct, j'ai pas besoin de passer chez le médecin avant. Donc ça, c'est incroyable. Et du coup, ça amène
à plein de choses. Vous avez la liberté du temps de séance. Parce que vous n'avez pas de... Vous pouvez mettre le tarif que vous voulez, ce qui peut être un peu problématique. Mais du coup, vous avez la liberté de pouvoir faire des séances d'1 heure et demie si vous voulez. Ça, c'est pas le cas, par exemple, d'un kiné. Donc là, il y a des spécificités qui sont pas liées à la profession d'ostéopathie, je sais pas comment dire, épistémologiquement, ce genre de choses, mais dans l'organisation sociale, l'organisation sociétale de l'ostéopathie. La place de l'ostéopathie va avoir une influence sur qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter. Et donc, de la même manière qu'un air fryer, c'est la même technologie qu'un four, mais que du coup, comme c'est brandé et fait différemment, ben, l'ostéopathie, comme elle est faite, brandée et faite différemment, elle peut apporter des choses juste sur la capacité à prendre des rendez-vous, sur ce genre de choses, et voilà, bref. C'est ce que disaient certaines personnes. Alors, je n'ai pas creusé le sujet là en particulier, mais des choses qu'on voit venir de temps en temps, c'est que certaines des spécificités de l'ostéopathie dans leur mode de pratique, ça peut être effectivement le fait que si on a des patients qui ont une attente particulière envers la thérapie manuelle, et ben effectivement, ils vont peut-être potentiellement aller s'orienter vers les ostéos parce qu'on est la profession identifiée par le public comme pratiquant de la thérapie manuelle, même s'il n'y a pas que nous. Il y a cette notion d'accès direct, et il y a aussi cette notion de durée de consultation qui fait que on peut prendre le temps avec des patients. Et moi, ce que je vois quand j'ai des patients qui viennent me voir et que des fois je leur demande s'ils ont consulté un médecin, par exemple, même s'il n'y a pas spécialement de signe qui pourrait évoquer le fait d'aller voir un médecin, mais des fois je leur demande est-ce que vous avez vu votre médecin, et en fait très souvent ce qui revient c'est aussi qu'ils savent que s'ils vont chez le médecin, ce que va leur donner le médecin c'est pas ce qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'ils disent bah oui mais en fait genre j'ai mal, si c'est pour qu'ils me disent arrête de faire du sport et prends du paracétamol, ça m'intéresse pas. Alors je dis pas que c'est ce que font tous les médecins dans tous les cas, mais en tout cas certains patients c'est comme ça qu'ils vivent dans certaines problématiques, consultation chez un médecin, et qui vont se dire en fait peut-être que l'ostéopathe pourra m'apporter une réponse différente. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, GG Postcards, les points clés d'une ostéopathie remise au goût du jour, c'est ce que j'avais proposé là-dedans, selon moi. Donc, du coup, c'est ma vision. Je suis kiné, je suis pas ostéo, donc vous faites comme vous voulez. Rôle essentiel, le triage. Parce que, en vrai, je pense que les médecins généralistes ont montré qu'ils avaient quand même des mauvaises compétences en triage musculo-squelettique. Quand même des moins bonnes que les kinés. De manière dans la littérature internationale, et que par conséquent ça pourrait être peut-être intéressant des professionnels qui sont spécialisés dans le corps pour pouvoir faire les examens et tout ça. Donc le rôle essentiel du triage qui est le même chez nos professions à nous, surtout que vous, d'autant plus chez vous qui êtes de première intention avec accès très rapide, genre vous aurez plus facilement les gens qui ont une méga hausse de douleur qui viennent de commencer et tout ça. Donc le triage, c'est aussi un examen clinique pertinent et une prise en soin des douleurs qui est pas de toutes les pathologies, mais en tout cas des douleurs, avec probablement l'utilisation de thérapie manuelle qui va pouvoir apporter des effets équivalents à l'exercice thérapeutique à long terme, des conseils sur l'hygiène de vie et ce genre de choses. Enfin bref, je pense qu'il y a plein de choses dans une bonne recette d'un thérapeute, un ostéopathe EBP. La même chose que ce qu'on peut trouver chez les conseils pour un kiné musculo-squelettique EBP, quoi. Il y a vraiment une importance quand même aussi de rester dans le champ de compétences. Et malheureusement, il y en a qui commencent à vouloir faire de l'ostéopathie pour réguler l'émotionnel, réguler le trouble psychologique et ce genre de choses. Je pense que on pourra, le jour où vous serez compétent en triage aussi là-dedans. Donc, ouais. Effectivement, sur ce point-là, je suis d'accord, effectivement. Pour en parler avec mes collègues psychologues, je me rends compte à quel point il y a plein de trucs qu'on n'est juste absolument pas capable de déceler, quoi. Avec la formation que j'ai reçue, personnellement, en tout cas, niveau psychologique ou psychiatrique, il y a plein de trucs que je connais pas. Je suis d'accord. Cela dit, quand on pense là au fait que les kinés commencent à être en première intention pour certaines problématiques, il y a un peu la même question qui se pose en fait, c'est-à-dire que ça peut nécessiter d'acquérir ou de réacquérir certaines compétences qui permettent d'être en première intention pour certaines pathologies. Ou alors tu penses que tous les kinés les ont déjà? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois des questionnements qui sont faits parmi les kinés sur est-ce que vous êtes prêt pour la première intention, et qu'il y en a plein qui disent voilà, non, pas du tout, je me sens pas prêt. Je pense qu'il y a plein de kinés qui sont pas prêts, hein. Ouais. Je pense qu'il y a plein d'ostéos qui sont pas prêts non plus, qui devraient pas se sentir prêts. Je pense qu'il y a des kinés qui se sentent prêts, qui devraient pas se sentir prêts. Tu vois. Donc je suis pleinement d'accord là-dessus. Mais je rappelle que en fait, il faut quand même vraiment remettre en contexte. Hein. C'est pas avoir l'accès direct ou pas. C'est si on n'a pas l'accès direct,
C'est est-ce que le patient a vu le médecin avant ou pas. Et donc, du coup, si le patient a vu le médecin avant, est-ce que nous, on refait un examen derrière? Parce que du coup, l'alternative, c'est quand même que les gens, ils sont triés par les médecins. Et les médecins généralistes, je pense qu'il y en a plein aussi qui estiment avoir des compétences qu'ils ne devraient pas estimer. Je me souviens, si il y en a un de vous qui est là et qui passait par là, j'étais à la crémaillère d'un cabinet, il y avait un médecin et je lui ai posé la question, est-ce que tu t'estimes compétent pour faire un examen musculo-squelettique? Et du coup, apparemment, ça a jeté un blanc dans la soirée. Donc voilà, ce genre de choses. En réalité, on a des données. Il y avait une personne qui a fait un examen, qui a simulé une lombalgie, qui allait voir des médecins. Et clairement, dans le triage des médecins, il y avait des grosses lacunes. Genre, le triage des red flags était quasi pas fait. L'examen neuro, c'était vite fait chez moins d'un tiers des personnes. Ils faisaient des réflexes, et encore juste les réflexes, qui sont très bons quand ils sont présents, mais qui sont très mauvais pour exclure les pathologies. Donc, je pense que c'est loin d'être parfait. Les kinés et les ostéos. Les kinés ne sont pas forcément prêts. Les ostéos ne devraient pas se sentir prêts pour certains. Mais je pense que du coup, l'alternative étant les médecins généralistes qui ont donné des preuves d'être parfois moins compétents que les kinésithérapeutes, de ne pas faire des examens complets en France. C'était à Paris, le truc de l'approche simulée dont j'ai parlé. Bah, ça laisse quand même suggérer que probablement on a notre épingle du jeu à jouer. Et donc, même si les kinés ne se sentent pas prêts, je pense qu'on a ces compétences-là. Juste que ça fait longtemps quand même qu'on a été. Faut pas négliger l'impact de l'ambiance, en fait. Genre, dans le système de santé, on a souvent été relégué à des auxiliaires médicaux. On a été souvent mis sur la responsabilité. Même moi, dans mon école de kiné, en fait, les cours de rééducation étaient dispensés par les kinés et les cours de clinique étaient dispensés par des médecins. Et c'était une vision un peu particulière de la kiné, un petit peu sous genre le médecin sait, il nous explique ce qui se passe et nous on pratique comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc moi je suis diplômé de 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Ça fait 10 ans, donc c'est quand même vieux. Ça, non, ça y est, je suis vieux. Oh merde. Bref. Et donc du coup, c'est pour dire que ça joue sur le fait de se sentir capable, compétent. Mais ce que tu décris là, c'est exactement la raison pour laquelle ça m'avait même pas traversé l'esprit d'aller faire des études de kiné en 2006, quoi. Quand je suis sorti de mon bac, on me décrivait un métier de kiné, je disais mais ça m'intéresse pas en fait. Juste faire ce qu'il y a sur une ordonnance, appliquer un truc, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de pouvoir passer du temps avec mon patient, d'avoir un raisonnement clinique, etc. Parce que l'image que j'en avais en 2006, c'était ça. Ouais. Et 20 ans plus tard, c'est beaucoup moins ça. Ouais, les kinés. On est reconnu, grade master, des ingénieurs de santé. Donc, si on est reconnu ingénieur de santé, ça veut dire qu'on a notre propre autonomie sur la capacité à faire notre bilan, notre examen clinique. Ça fait partie du code de la santé publique et il est écrit dedans que, du coup, c'est le kinésithérapeute qui détermine lui-même librement le choix de ses actes. Donc, voilà. Donc, ça a changé. Et du coup, malheureusement, il y a encore des professionnels qui ont été formés avant. Et donc, on a été restreint et donc, du coup, on se sent pas à l'aise, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas les compétences. Il y a une dernière question. En gros, c'est un super raisonnement, je trouve, pour les usagers, mais comment faire adhérer à ce discours les écoles, les syndicats d'ostéo, éthio, chiro, etc. Et je ne sais pas répondre. N'étant ni dans une école, ni responsable d'un syndicat, je ne sais pas comment répondre. Et je pense que le seul moyen, c'est de les infiltrer et d'essayer petit à petit de faire changer les mentalités. Et pour connaître quelques personnes qui sont ou bien dans les syndicats ou bien dans des écoles, c'est compliqué, parce qu'il y a souvent des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui sont plus âgées, et qui ont peut-être du mal à évoluer et qui ont peut-être du mal à lâcher du lest. Donc là aussi, je pense, comme tu disais, Anthony, c'est possible que faut juste que le temps fasse son œuvre, quoi. Du coup, faire adhérer à ce discours, on parle de l'EVP. Donc, faire un truc évoluer. Parce qu'à ce compte-là, moi, j'ai envie de te dire, tu ne changeras pas les individus, mais les syndicats, ça se change. En fait, si tu es suffisamment nombreux à intégrer un syndicat d'une certaine manière, tu ne feras pas changer les personnes qui étaient à la tête, mais tu pourras changer le syndicat lui-même, ce qui est de la position et tout ça. Tu peux créer ton propre syndicat, faire en sorte que... L'association cause, pour moi, c'était une bonne idée. Je pense que c'est encore une bonne idée, hein, mais c'était une bonne idée pour répondre à ça au moment où ça a été fait. Ah, le fait que c'est pas important de trouver une spécificité à l'ostéopathie, hein, en réponse à l'air fryer versus sourd. Je veux bien hein, que ce soit de vouloir chercher absolument une spécificité de l'ostéopathie, mais ça va être compliqué dans la mesure où on utilise les mêmes outils pour s'occuper des mêmes patients. Donc, c'est dire d'être plus spécifique que des personnes qui utilisent les mêmes outils pour s'occuper des mêmes personnes.
Bon, en tout cas, si j'arrive à avoir plus de données là-dessus, sur ces questions d'identité, je pense qu'il y a des personnes qui font de la recherche là-dessus, Ouais. ou qui ont pu écrire dessus. C'est probablement un sujet que j'aborderai aussi sur ma chaîne YouTube, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens, moi y compris, principalement, même si, comme je disais, je ne suis pas forcément attaché coûte que coûte, mais je pense qu'il y a des gens qui ont pu pousser la réflexion vachement plus loin que nous là-dessus, donc si je trouve, je le posterai. En résumé, il y a des constats qui ont été faits concernant l'ostéopathie. Des constats qui sont faits sur le fait que ça peut être doublon avec d'autres professions. Il y a des dérives qui peuvent se mettre en œuvre. Il y a des principes qui ne sont pas forcément en accord avec les données de la science. Et donc, tous ces constats qui ont été faits sur les risques de dérive, sur tout ça, ça peut amener à plusieurs conclusions et plusieurs objectifs. Premier objectif, ça pourrait être pourquoi pas faire disparaître l'ostéopathie, soit en la faisant fusionner avec d'autres professions, soit vraiment en disant arrêtez de bosser, allez planter des choux. Ou du coup, ça peut amener à une autre conclusion, c'est peut-être que ça pourrait être intéressant de faire évoluer les ostéopathes qui ont quand même plusieurs outils qui semblent largement importants pour s'occuper des patients et pour produire du bien autour, notamment en champ musculo-squelettique. Et donc faire évoluer, ça veut dire limiter le plus possible les risques de dérive, faire en sorte que les ostéopathes amènent le plus possible à avoir du coup une approche evidence-based. Et donc pour ça, il faut absolument parler effectivement des connaissances négatives, donc dire ce qui ne marche pas, mais aussi apporter des connaissances positives, donc donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire en échange, ne pas créer de groupes stigmatisants, ne pas stigmatiser tout le groupe, donc au risque de faire en sorte que tout le groupe n'évolue pas et au contraire, il y ait une réaction forte en réponse. Et Genre commencer toutes ces interventions par bonjour les ostéopathes. et dernier point, du coup, c'est de faire en sorte que les gens ils sentent libres. Ok. Super. Et du coup, ça c'est la conclusion. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous sur Insta, c'était cool. Merci à tout le monde aussi sur Twitch. La prochaine fois, on parle de douleur sans nociception. Vas-y, allez, ça me va. Est-ce que la douleur est possible sans nociception? Très bien. Allez. Eh ben, c'est parti, on bosse là-dessus, et puis on se retrouve dans 2 semaines.